C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Et de 3 pour Alpha Condé. Le président guinéen a mis fin au suspense et a annoncé qu'il briguait un 3e mandat. Sa candidature est contestée par l'opposition. Le scrutin est prévu le 18 octobre prochain. Nous serons à Conakry dans ce journal. Et puis on va aborder une autre présidentielle, celle en Côte d'Ivoire, avec notre invité Sidi Touré, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication. Nous aborderons avec lui la situation dans le pays en cette période de pré-campagne électorale. Et puis nous irons au Mali où la junte au pouvoir depuis le 18 août dernier a annoncé l'ouverture d'une large consultation avec les différentes composantes du pays. Des discussions étalées sur 2 jours ce week-end. Les détails avec notre envoyé spécial à Bamako dans un instant. Sur les starting blocks, Alpha Condé, le président guinéen, est prêt pour sa 3e course à la présidentielle. Il a mis fin au suspense et a annoncé qu'il se lançait dans la course. Ses partisans sont soulagés, ses opposants furieux. Ils l'accusent d'avoir modifié la Constitution pour briguer un 3e mandat. Avant même d'être officielle, cette candidature avait cristallisé les tensions et fait des dizaines de morts. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. L'annonce a été faite par le parti d'Alpha Condé tard lundi soir à la télévision nationale. Ce n'est pas une surprise car le 6 août dernier, les membres du parti au pouvoir à l'unanimité lui ont désigné comme leur candidat. Une candidature pour un 3e mandat qui fait débat en Guinée. Le Front national pour la défense de la Constitution, une coalition de partis d'opposition et de la société civile affirme qu'elle est anticonstitutionnelle. Il ne peut pas avoir un 3e mandat. N'oubliez pas qu'on a une constitution de 2010. C'est cette constitution qui dit que le mandat, c'est 5 ans. Et c'est cette constitution qui dit que c'est au mois d'octobre qu'on organise les élections. Dans cette constitution, il est dit 2 mandats de 5 ans, 2 mandats consécutifs ou non. Alpha Condé sait que s'il force la situation, son 3e mandat est illégitime. Quant au parti au pouvoir, il évoque la nouvelle constitution votée le 22 mars dernier qui, selon lui, remet les compteurs à zéro. Toute constitution doit être dynamique. Au nom de cela, cette nouvelle constitution qui est là donne la chance à tout le monde. Nous soutenons notre champion, nous soutenons notre candidat. Et le peuple guinéen est loin d'être un peuple amnésique. Le peuple guinéen votera pour notre candidat au regard de son bilan qui est défendable et qui est là à portée de main. Le scrutin présidentiel s'annonce tendu. Le Front national pour la défense de la Constitution veut organiser des manifestations dans les jours qui viennent. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est également prévue au mois d'octobre. Le 31, plus précisément, les dossiers de candidature ont été déposés. Hier, c'était la date limite de dépôt. La commission électorale indépendante a enregistré une 40aine de dossiers. En cette période de campagne, nous recevons Sidi Touré, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, madame. Alors, je disais, nous sommes en période de pré-campagne plutôt que de campagne. La journée d'hier a été marquée par le dépôt de dossiers de candidature, en particulier celle de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo. Mais après avoir été radiés des listes électorales, les 2 hommes se font peu d'illusions sur la retenue de leur dossier par la commission électorale. Laurent Gbagbo n'a d'ailleurs toujours pas reçu de réponse pour sa demande de passeport. Est-ce que votre gouvernement a peur du retour au pays de ces 2 hommes, de ces poids lourds de la politique ivoirienne? Déjà une 40aine de candidatures, ceci est la démonstration de la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Bien sûr, il ne relève pas du gouvernement ivoirien de se prononcer sur la viabilité, la validité de ces différentes candidatures, d'autant plus qu'il y a un conseil constitutionnel qui doit se prononcer en définitive sur la validité de ces différentes candidatures en dernier ressort. Maintenant, vous parlez du retour de ces différentes personnalités, M. Guillaume Soro et de M. Laurent Gbagbo. Véritablement, le gouvernement n'a pas de problème à ce niveau. Est-ce que Laurent Gbagbo aura son passeport prochainement? Il l'attend toujours. Le traitement, nous l'avons dit, le traitement d'un passeport relève de procédures. Et ces différents conseils savent très bien les différents documents qu'il lui faut produire pour pouvoir avoir son passeport. Et à ce jour, le traitement du passeport est en cours. Aussi bien le passeport français que le passeport ivoirien, il y a des procédures et c'est ce qui est en cours depuis le temps. Alors, vous parlez de ces 2 personnalités, vous dites que c'est la commission électorale
de décider si leur dossier est recevable. Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel sur leur dossier est recevable ou pas, est validé ou pas. Mais il y a beaucoup aussi, dont les avocats de ces deux personnalités, qui estiment que la justice a été instrumentalisée, que les procès étaient expéditifs et que finalement on fait en sorte que ces deux hommes soient empêchés de rentrer pour ne pas prendre part à ce processus électoral. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Nous ne commentons pas les décisions de justice puisque, d'un point de vue structurel et institutionnel, les pouvoirs sont séparés en Côte d'Ivoire. Et l'exécutif joue son rôle, le judiciaire joue son rôle. Ces différentes personnalités dont vous parlez, par ailleurs, je parle de M. Laurent Gbagbo, est quand même accusé d'avoir fait le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à la suite de la crise post-électorale précédente. Et donc, c'est cet argent qui d'ailleurs a été expatrié au Ghana a servi pendant un long moment à financer des tentatives de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. M. Guillaume Soro, par ailleurs aussi, fait l'objet d'une procédure judiciaire pour recel du bien public. Et alors, donc, son procès a duré quelques heures, il a été condamné à 20 ans de prison. Comprenez qu'il y a quand même des soupçons, notamment par rapport au timing. Ils sont empêchés de rentrer au moment où il y a une élection présidentielle et que ça peut aussi alimenter ces soupçons. Non, madame, il y a des hommes politiques français, en l'occurrence M. François Fillon, pour ne pas le citer en France, pour beaucoup moins que ça, pour un costume, n'a pas été éligible à continuer sa procédure, son parcours pour les élections présidentielles en France. Il n'a pas été empêché de rentrer et de faire campagne. Il a continué à faire campagne, François Fillon, jusqu'au bout d'ailleurs. Personne n'a empêché ces différentes personnalités de rentrer en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas non plus été empêchés, enfin je parle de François Fillon, à faire campagne jusqu'au bout, je tiens à le préciser. Mais ce que j'aimerais relever sur Laurent Gbagbo, par exemple, il est sur le coup d'une procédure à la CPI. Pour ce qui concerne M. Guillaume Soro, c'est lui-même qui s'est exilé volontairement. Donc, sur ces différents faits, nous n'avons pratiquement rien à nous reprocher. D'accord. Alors, autre question concernant le contexte de cette présidentielle. Depuis l'annonce du président Alassane Ouattara de sa décision de briguer un troisième mandat, des manifestations ont eu lieu à travers le pays. Des tensions sont apparues. Il y a eu des dizaines de morts, des centaines de blessés. Pour justifier ce troisième mandat, le président a mis en avant un besoin de stabilité. Il semble que finalement, c'est l'inverse de l'effet escompté, que finalement l'annonce de cette candidature a plutôt déstabilisé. N'y avait-il pas une autre personnalité qui pouvait représenter le parti et qui pouvait aller à cette course présidentielle? Pourquoi pas une personnalité plus jeune, issue de la jeunesse du parti? C'est le lieu de présenter la compassion du gouvernement à toutes ces personnalités ou ces personnes qui ont subi ou ont été blessées du fait de ces différentes manifestations de l'opposition et même des personnes qui ont perdu la vie. Cela dit, il faut juste relever une chose. En Côte d'Ivoire, nous sommes dans une dynamique qui n'est pas une dynamique d'exclusion. Il faut le relever avec beaucoup de force. Pour ce qui est de l'engagement des uns et des autres, que ce soit M. Guillaume Soro comme M. Laurent Gbagbo dans cette campagne, les processus sont clairs à ce niveau. Pour ce qui relève de M. Guillaume Soro, j'aimerais le souligner, nous n'avons jamais pris aucune initiative pour l'empêcher de compétir. Non, aucune initiative pour l'empêcher de compétir. Mais concernant Alassane Ouattara, revenons au président, est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution? J'aimerais juste d'autant que je termine, d'autant que son troisième mandat est aussi contesté. Il ne s'agit pas d'un troisième mandat, madame. Il s'agit pour l'opposition et pour de nombreux juristes Nous portons une clarification dès le départ. Il ne s'agit pas d'un troisième mandat. Il s'agit dans la matière du premier mandat dans le cadre de la Troisième République. Il faut juste relever que c'est du fait de cette Troisième République que M. Bédié a la capacité d'être candidat aujourd'hui en Côte d'Ivoire, du fait que la limite de l'âge qui était à 75 ans a été enlevée et à 90 ans pratiquement, il est candidat pour cette campagne. Et c'est du fait de cette Troisième République d'ailleurs que M. Laurent Gbagbo est aussi candidat par le fait de ses différents collaborateurs à la compétition.
Donc, pour ce qui relève du président de la République, la Constitution le lui permet. Il faut le relever. Selon certaines interprétations, elle ne lui permet pas. D'ailleurs, en 2016, la question du troisième mandat avait été posée à l'architecte du projet constitutionnel et conseiller de politique d'Alassane Ouattara, Ibrahim Cissé Bakongo. À l'époque, il avait même répondu non, on ne peut pas briguer un troisième mandat. Pourquoi, entre 2016 et aujourd'hui, l'interprétation a changé? Non. Vous comprenez que l'opposition aussi... L'interprétation est libre. Et il faut aussi relever le fait que M. Cissé Bakongo est dans une posture politique. Il en fait un commentaire. Le commentaire est libre, mais les textes sont là pour nous ramener dans l'ordre. Et c'est pour ça que, pour ce qui concerne ce débat, pour la partie ivoirienne, en dernier ressort, c'est le Conseil constitutionnel qui est le juge en matière électorale sur ce sujet qui donnera le dernier tempo. Et nous recommandons à toutes les différentes oppositions à se référer à cela. Et il n'est pas du tout opportun qu'une partie veuille imposer le rythme de l'élection par le choix d'un candidat d'une partie pour leur compte. C'est ça le fond du dossier. Donc, oui. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup plus de temps à vous consacrer, mais nous vous redonnerons la parole, bien évidemment. Et nous donnerons également la parole à l'opposition qui viendra exprimer son avis contraire concernant la Constitution. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Au Mali, les militaires qui ont pris le pouvoir le 18 octobre dernier ont entamé des discussions avec les rebelles Touaregs du Nord, signataires des accords de paix en 2015. Les rebelles du mouvement national de libération de l'Azawad sont bien déterminés à prendre part aux discussions sur la transition politique. Écoutez. Nous voulons être impliqués dans toute l'organisation de la transition et dans tous ces organes, la présidence, le gouvernement, l'assemblée provisoire qui aura lieu. Nous sommes prêts et nous revendiquons d'ailleurs avoir un niveau de participation à tous les niveaux et à des postes de responsabilité certainement à la hauteur de la place de la SEMA dans l'échiquier national. L'un des enjeux majeurs demeure le retour de la paix. Vous savez, donc c'est tous les Maliens qui se réuniront autour d'une même table, essayer de trouver des propositions concrètes autour de la charte de la transition, mais aussi autour des grands axes de la transition, mais aussi l'architecture et les organes de la transmission. Merci. Et puis sachez également que la junte qui a pris le pouvoir donc le 18 août dernier appelle à des consultations, à une large consultation avec les différentes composantes de la société civile et de la vie politique malienne ce week-end pour parler de la transition et de la remise du pouvoir aux civils. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.